Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la moyenne montagne vosgienne et plus précisément la région de Saint-Dié-des-Vosges, la sensibilisation, l'éducation, la formation et la responsabilisation des acteurs et des publics de ce territoire, de tous les acteurs et de tous les publics, au patrimoine et au développement durable. Créé pour répondre à un besoin de disposer à nouveau d'un interlocuteur associatif spécialisé sur ce secteur géographique, après la disparition du Centre permanent d'initiative pour l'environnement, le CPIE Moyenne Montagne Vosgienne, ils ont été quelques-uns à reprendre le flambeau en fondant le 11 octobre 2010 l'association Etc. Nicolas Richard, bonjour. Bonjour. Nicolas Richard, vous êtes éducateur à l'environnement d'Etc. Merci de me recevoir au siège de votre association ici à Fraise, dans les Vosges, près de Saint-Dié. Moi, j'aime bien le titre de votre association, Etc. Expliquez-nous. Oui, alors etc. c'est parti, on était envie de reprendre le flambeau du CPIE, etc. Ça veut dire effectivement environnement, pour l'éducation à l'environnement. Ça veut dire territoire. On est attaché à notre territoire effectivement du versant lorrain du massif des Vosges. Et puis citoyenneté, puisqu'effectivement on avait aussi envie de toucher un large public sur l'éco-citoyenneté. Donc etc. pour environnement, territoire. Et citoyenneté. Et le Terra, puisque effectivement, ça veut dire, on l'avait mis en rose pour notre grès rose des Vosges au début dans notre logo, et c'est notre bonne vieille terre tout simplement. Etc. C'est bien ce que je disais. C'est un très joli mot. Et puis alors pour le coup, Nicolas Richard, votre terrain de jeu en tant qu'association d'éducation de l'environnement est très vaste. Le dehors, c'est un lieu d'éducation, qui offre une richesse, une multiplicité, une alternance qu'on ne trouvera jamais à l'intérieur. Il y a le fait que c'est le réel complet, et puis le réel, la complexité, la diversité. Et qu'on grandit, on grandit en se confrontant à la diversité. Chacun va y puiser. On ne va pas en faire des naturalistes. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Mais la nature, le dehors, c'est un moyen d'éducation gigantesque. Le dehors, c'est les grandes orgues. Tu peux tout jouer avec un tambourin, ou le triangle, tu vas accompagner, etc. Mais tu ne peux pas tout jouer. Dehors, tu peux tout jouer. C'est les grandes orgues. Tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Et chaque gamin, il va y puiser les choses qui lui conviennent. Chaque adulte, il va pouvoir proposer ce qui lui convient dans la nature. C'était un extrait d'une vidéo réalisée par le réseau École et Nature dans lequel Louis Espenassou, animateur nature, conteur et formateur, qui nous parlait de l'importance de l'éducation du dehors. C'est une forme de synthèse du métier d'éducateur à l'environnement, Nicolas Richard. Oui, on peut dire qu'effectivement, il a résumé assez bien le métier d'éducateur à l'environnement, à la nature, effectivement. Alors, pour le coup, moi, j'ai 3 questions à vous poser, Nicolas Richard. En quoi consiste l'éducation à la nature et à l'environnement ? Est-ce qu'il y a une spécificité de ce type d'éducation ici, dans les Vosges ? Et enfin, quel est le rôle de l'association, etc., dans ce contexte peut-être un peu singulier ? Alors, très bonne question. Du coup, éduquer à la nature. Question. C'est vrai que éduquer à la nature, est-ce que c'est quelque chose d'inné ? On devrait avoir quelque chose en nous où on connaît les choses de la nature, on les apprécie, on les observe. Et je pense que éduquer à la nature, c'est effectivement reconnecter, refaire du lien avec nous, hommes, avec un grand H, et ce qui nous entoure. Nicolas Richard, vous qui êtes sur le terrain, au contact précisément, à la fois avec les enfants, avec les adultes, est-ce que vous mesurez, alors question supplémentaire pour le coup, question dans la question, est-ce que vous mesurez cette distance qui est en train de s'opérer entre les humains précisément, alors peut-être les Occidentaux et les Français plus particulièrement, et qui sait encore plus les Vosgiens, cette distanciation avec son environnement, parce que finalement, pour les citadins, aujourd'hui majoritaires, la nature, c'est quoi ? La nature, est-ce que c'est le parc qu'ils ont pas loin ? Est-ce que c'est les bords de fleuves ou de rivières qu'ils ont au pied de leur maison ? Nous, c'est vrai qu'on est plutôt rural, donc la nature, elle est à portée de main. Les montagnes,
les vallées, les rivières, ça nous entoure. Mais c'est bordé effectivement avec beaucoup d'habitats, avec une certaine densité. On sait que les Vosges est très dense en nombre d'habitants. Et du coup, moi, j'ai quelques petites anecdotes dans le sens où j'ai l'impression que même que ce soit un citadin ou quelqu'un de rural n'a pas forcément plus de connaissances ou moins. Donc on se pose la question de savoir s'il y a vraiment des différences et si effectivement le lien il est encore là. Pour certaines choses, oui, d'avoir des bêtes dans son arrière de la maison, d'avoir un jardin, mais ça reste toujours quelque chose de très très proche et de très organisé. On laisse peu de place à quelque chose d'un peu sauvage. Et le sauvage, c'est un sujet qui préoccupe quelques personnes. Ben, on ne l'a plus vraiment, quoi. Si, à part on regarde les vidéos de personnes qui vont dormir dans les animaux ou des choses comme ça va fasciner, mais on peut faire plus simple. Ceci dit, on voit bien que dès qu'il fait beau, dès que le printemps arrive, les gens vont dehors. Oui, mais ils vont dehors pour leur plaisir, mais pas forcément et sûrement pas peut-être en connaissant la nature. D'ailleurs, Louis Espénassou disait précisément cette éducation du dehors, elle est infinie. Ah oui, je pense qu'elle est infinie. On n'a pas assez d'une vie d'un homme pour découvrir tout ce qui se passe. Mais ouais, ça commence par découvrir ce qu'il y a autour de la maison. Que ce soit les petites bêtes faciles à voir. On veut toujours voir des grandes inaccessibles. On peut commencer à voir les petites bêtes, les petites plantes. C'est ce petit sens de curiosité qu'il faut avoir. Il faut être curieux. Nous sommes dans les Vosges ici, à Fraise, près de Saint-Dié. Est-ce qu'il y a donc une spécificité à l'éducation de l'environnement parce que nous sommes dans les Vosges, Nicolas Richard ? Alors, il faudrait peut-être poser ça à des questions de gens qui font de l'éducation environnement à Nancy ou de l'autre côté de la montagne en Alsace. Mais moi, j'ai toujours fait de l'éducation environnement ici. J'en ai fait très peu ailleurs. Et je pense que la montagne, effectivement, pour le coup, a ses petites spécialités. Forcément, on va plus parler de deux milieux spécifiques, Tourbières, les Hauts-de-Vosges et beaucoup de rivières. Mais du coup... c'est peut-être ça la petite spécialité, et on a des logiques de vallée, de gens qui ont peut-être un esprit aussi, c'est un peu franchouillard de dire ça, mais peut-être un esprit de leur vallée, qu'ils aiment bien leur vallée. Un rapport à leur vallée plus particulier. Ouais. Alors, et dernière partie de la question, Nicolas Richard, est-ce que l'association Etc., dans ce contexte, est-ce qu'elle a un rôle particulier ? Nous, on a toujours essayé d'être effectivement ancrés dans notre territoire, et ça, c'est, encore une fois, comme on vient de le dire, dans le nom, c'est pas pour rien qu'il se trouve là. Et du coup, oui, c'est d'être connecté et pas d'être hors sol avec plein d'acteurs qui se trouvent sur notre territoire. Et on voit que c'est quand même assez riche. Et voilà, c'est un peu ça notre rôle, c'est d'être un maillon parmi d'autres et d'essayer de rassembler, d'échanger avec tout ce qu'il y a aussi dans notre environnement, à nous, etc. Et quand vous dites votre territoire, Nicolas Richard, d'abord, quel est-il ? Et puis ensuite, c'est quoi s'ancrer dans le territoire ? Alors, le territoire, c'est la Déodacie un peu élargie, de Gérardmer à Raon-l'Étape, en passant par, évidemment, Saint-Dié et Bruyères. Et puis, du coup, la suite, c'était par rapport à la petite spécificité, comment s'ancrer ? De l'échange. Ne pas venir plaquer, mais être mélangé, j'imagine, à la population. Toujours penser à ce qu'il y a autour. On n'est pas seul. Alors, vous évoquiez, Nicolas Richard, tout à l'heure, l'eau, quand on parlait des Vosges. Et précisément, dans ce contexte vosgien, l'eau a une importance particulière. Certaines rivières naissent de la fonte des glaciers situés au sommet des montagnes. D'autres se forment grâce aux cours d'eau souterrains alimentés par l'eau de pluie. Celle-ci a voyagé sur des milliers de kilomètres à travers la planète pour apporter partout la vie et l'énergie. De la montagne à la mer, les rivières et les fleuves sont source de nourriture et de richesse dans le monde entier. Et puis, ce qu'on voit sur la surface de l'eau, c'est merveilleux. On peut voir des sédiments colorés et aussi une grande variété de minéraux et de plantes. Combien d'espèces de poissons y a-t-il exactement ? Je ne sais pas, des tas. Les espèces sont différentes selon les rivières. Mais on trouve souvent des truites, des saumons, des brochets, des perches et aussi des carpes. Et ils ont raison d'avoir peur. Nous allons supprimer toute forme de vie dans cette rivière en un instant. Pour illustrer le propos qui va suivre, Nicolas Richard, vous avez choisi cet extrait de Qui coule, une série de 26 épisodes de 26 minutes
2 dessins animés éducatifs pour les enfants de 5 à 10 ans sur l'eau, l'environnement et les soins de la terre produits par la société espagnole basée à Barcelone, Motion Pictures. Parce que vous avez, vous, ici, dans le territoire de Saint-Dié, mis en place précisément un dispositif qui s'appelle « Je parraine ma rivière dans les Vosges » avec votre association, etc. Oui, tout à fait. Alors, Je parraine ma rivière dans les Vosges a fêté il y a déjà 2 saisons, si on peut dire, parce que là, on fonctionne en année scolaire, a fêté ses 10 ans. Donc, ça commence déjà à être un dispositif qui a prouvé effectivement sa valeur et son intérêt et qui voyage dans toutes les Vosges. Donc, on n'est pas tout à fait à l'initiative, etc., coordonne. Ce qui est déjà pas mal, ça prend effectivement du temps, mais c'est très intéressant de faire ce projet-là, Je parraine ma rivière dans les Vosges, qui permet effectivement de développer, on parlait de territoire, ça développe effectivement des projets de territoire aussi, par l'éducation, par la sensibilisation sur l'eau. C'est Je parraine ma rivière, mais évidemment on tourne autour du thème de l'eau qui est très, très large. Alors très précisément, je veux dire très concrètement, je suis habitant, j'habite, ou alors j'ai mes enfants dans une école précisément, peut-être traversée par une... Alors c'est pas l'école qui est traversée, c'est la commune où se situe mon école qui est traversée par une rivière, et j'ai envie justement de participer à cette action, et j'ai envie de parrainer ma rivière dans les Vosges. Comment je fais, Nicolas Richard ? Alors c'est vrai qu'on peut effectivement participer à un événement, au moins en tant que citoyen, à la fin de l'année qu'on appelle tout bêtement la fête de la rivière, qui est toujours au mois de juin, sur un lieu assez connu, où chacun peut venir voir des expositions, voir des professionnels, des naturalistes, voir les productions des enfants. Donc si on est parent d'élève, on sait que son enfant, en tout cas on l'espère, suit un projet sur l'eau, et on a envie de voir ce que nos enfants, en tout cas ce que notre enfant a pu faire dans son école. Ça permet de valoriser tout le travail des enseignants avec leurs enfants en fin d'année. Et puis, de temps en temps, il y a aussi des choses destinées aux habitants, que ce soit des sorties, des conférences. Donc là, si on a envie d'en savoir plus sur sa rivière, on peut le faire. Voilà. Après, il y a des fois des rendez-vous, des fois des fois pas à pas louper, parce que à chaque fois, ça tourne de territoire et on n'a pas la même rivière tous les ans. Bien sûr. Et alors, vous avez ici, dans votre bureau à Fraise, à côté de Saint-Dié-des-Vosges, où est installée l'association, etc., eh bien, vous avez un mur tapissé d'affiches avec notamment, précisément, alors moi je le vois évidemment, donc je le raconte, je dis ce que je vois, à ma droite, une petite affiche qui précisément est un de ces diplômes que vous remettez, alors j'imagine pas qu'aux enfants qui participent à l'opération Je parraine ma rivière dans les Vosges. Oui, notamment à tous les établissements scolaires déjà, ou des structures qui participent et qui ont envie de parrainer leur rivière qui passe des fois au bout de la cour, ça arrive, et en tout cas dans le village. Et c'est mieux de découvrir la rivière qui est juste en bas de chez soi que d'aller très très loin. Nicolas Richard, est-ce que c'est pas un peu un constat d'échec quand même aussi que de devoir faire appel à des structures comme les vôtres, alors vous êtes sans doute très heureux bien sûr parce que vous faites un métier formidable, mais de devoir faire appel à des structures quasi spécialisées pour découvrir, comme vous venez de le dire, la rivière qui coule peut-être au bout de la cour de l'école? Oui, on peut se poser la question si l'enseignant, l'animateur, ou même peut-être la mairie ou d'autres n'ont jamais eu envie d'amener un public, un jeune public ou d'autres au bord de la rivière. Après, j'espère qu'on n'est pas les seuls pour le faire. Les associations de pêche participent, les associations culturelles de jeunesse participent, heureusement, pour justement créer du lien. Et quand Je parraine ma rivière s'en va, entre guillemets, ça continue. C'est-à-dire qu'on espère avoir semé quelque chose le long de l'amont à l'aval de la rivière. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact d'une opération, d'un dispositif comme celui que vous êtes en train de nous expliquer, Nicolas Richard, Je parraine ma rivière dans les Vosges? Est-ce qu'il y a une trace? Est-ce que ça creuse quelque chose, un sillon comme ça dans l'esprit des gens qui participent? En tout cas, on a un support qui est Internet, avec la participation possible des écoles et tous les autres acteurs. Donc ça permet au moins de savoir si les gens s'investissent pendant l'année scolaire. Et d'année en année, on a des outils, on essaye de garder la trace de tout ça sur ce fameux site Internet, mais aussi en nous contactant. Il y a des jeux qui sont créés, il y a des expositions, il y a quand même beaucoup de choses. Et on connaît aussi de plus en plus les acteurs qui sont concernés par ce projet.
Et puis peut-être aussi, on ose l'imaginer, on ose le croire, des souvenirs peut-être dans la tête des gens. Et puis après les Vosges, nous partons avec vous, accompagnés en Gaspésie. Le petit pêcheur gaspésien suivait son père chaque matin, 15 ans et demi et déjà le pied marin. Sous la lueur d'un vieux fanal, accompagné par les étoiles, prenait le large, le vent dans les voiles. Tous les jours son père lui disait, quand il remontait les filets, y a tant de poissons dans le Saint-Laurent, qu'on en aura jusqu'à la nuit des temps. Et au bout de 46 ans, le paternel comme de raison décida de jeter l'ancre pour de bon. Le petit pêcheur gaspésien, qui n'avait plus rien d'un gamin, prit la relève du bonhomme au main. Comme les pêcheurs des environs, il voulut prendre de l'expansion, troqua le vieux bateau pour un plus grand. On ne peut pas arrêter le changement. Le petit pêcheur gaspésien roulait sa bosse avec entrain dans les années 70 et 80. Et pour mieux runner sa business, il prit avec lui ses deux fils, comme le père l'avait fait avec lui jadis. La pêche était en plein essor, c'était l'époque des grands records. Il revenait chaque jour à marée basse, le bateau rempli de morues bien grasses. Que de la brume à l'horizon, on aurait dit qu'il y avait moins de poissons. Partout on niait les prudences, mais la rumeur courait dans l'anse que l'on aurait surestimé l'abondance. Comme il n'y a plus de morues et que les prises diminuent, les scientifiques ont crié halte là. Il fallut vite imposer des quotas. La morue reviendra bien vite, répétaient les plus optimistes, même si plusieurs allaient droit vers la faillite. Beaucoup de jeunes gens de la place découragés de partir en masse. Y'a pas de job ici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand on vend une économie, toute sur une même industrie, c'est un peu comme mettre ses œufs dans le même panier. On reste le bec à l'eau quand il est vidé. Le petit pêcheur gaspésien sent monter en lui le chagrin quand il voit ses garçons exilés au loin. Les deux ont les pieds bien au sec, l'un à Montréal, l'autre à Québec. Plus jamais ils ne sentent l'odeur du varech. Le poisson est jamais revenu et son beau bateau fut vendu. Il ne lui reste que le paysage et ses souvenirs quelque part au large. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Les cow-boys fringants, bien sûr, avec le titre « Le pêcheur gaspésien ». Tout trouvé pour illustrer votre propos, Nicolas Richard, puisque on parlait de l'eau, en particulier dans les Vosges. Pour autant, savez-vous qui sont les Gaspésiens, vous qui êtes éducateur à l'environnement, dans l'association, etc., à Fraisse, près de Saint-Dié-des-Vosges? Il me semble que je vais Richard. apprendre quelque chose. Pas tout à fait, pour être honnête. C'est parce que je vous ai dit que je me suis renseigné avant. Eh bien, figurez-vous que les Gaspésiens sont des habitants de la Gaspésie, une péninsule située au centre-est du Québec. Quant au nom de Gaspésie, c'est un dérivé du mot Gaspé, lui-même un dérivé du mot et du terme Micmac, Gaspeg, qui signifie fin des terres. D'accord. Hein Oui, merci bien. Fin des terres. Un éducateur à l'environnement qui se fait éduquer. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le Micmac est la langue parlée par la nation Micmac, un peuple amérindien de la côte nord-est d'Amérique qui compte quelques 20 000 locuteurs. D'accord. Voilà, tout ça dans le titre des cow-boys fringants, le petit pêcheur gaspésien. On va revenir dans les Vosges avec vous, Nicolas Richard. Les actions que mène votre association, etc., sont très variées. Oui. En tout cas, là, je parlais des ressources parce qu'on essaye, par nos actions éco-citoyennes, de préserver ces fameuses ressources. L'eau, on vient d'en parler, mais aussi, évidemment, les autres ressources qu'on connaît. Et du coup, on essaye concrètement d'accompagner n'importe qui à composter, à réduire un peu ses déchets. Donc on reste disponible pour de temps en temps répondre à des questions comme ça autour du compost, autour des déchets, autour de l'eau, autour de l'énergie évidemment. Hein, c'est un point phare dans tout ça. Donc concrètement on est allé par exemple chez les gens pour les aider à faire des économies d'eau, d'énergie grâce à Habiter mieux, on en parlera un petit peu plus tard. Conseiller les gens au compostage, alors ça les gens ils aiment bien. Donc tant mieux, il faut composter et il y a des choses,
c'est un miracle ce qui se passe dans ces fameuses boîtes en bois. Donc il faut aller voir, il faut aller faire, il faut le faire. Et puis du coup, un jardin derrière, c'est tout logique. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis une chose qu'on fait depuis le début, c'est on accompagne les organisateurs des petits événements sur notre territoire, encore une fois, de n'importe quoi, une fête locale pour leur prêter des gobelets lavables, des toilettes sèches. Les fameux mugs. Voilà, les fameux Eco-Cup, les mugs lavables. Et souvent, on pense que c'est plus de déchets, mais en fait, si on les utilise correctement, non, et du coup on a un lot qu'on met à disposition. On a encore des toilettes sèches, on aide au tri, on conseille. Voilà. Vous aimez bien adopter des choses, hein. Si c'est pas une rivière, c'est une poule. Oui, alors dernièrement, à l'initiative du syndicat mixte départemental des Vosges, ils ont mis en place une opération pour voir si effectivement la légende des poules à la maison, ça pouvait réduire les déchets. Et du coup, c'était un projet pilote et on a été en visite et on a vu ces fameux foyers accueillir des poules. Et d'ailleurs, là, on est à la fin et ils sont tous ravis d'avoir accueilli 3 poules chez eux. Et sans mauvais jeu de mots, ils ont tous des œufs. Voilà. Et est-ce que l'opération perdure ? Est-ce que c'est une opération finalement positive ? Oui, assez bien. Et c'est très complémentaire au compostage. Eh ben oui. Évidemment, si on n'a pas de compost, c'est un peu loupé. Mais les animaux, ceux qui aiment bien avoir les animaux, c'est positif. À vous écouter, Nicolas Richard, c'est vrai qu'on se dit, finalement, ce sont presque des actions de sensibilisation de bon sens que vous menez au sein de l'association, etc. Et finalement, peut-être que les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être en train, je ne sais pas, de préparer le repas et d'éplucher les légumes et s'apprêtent peut-être à jeter finalement tous ces déchets verts, ces déchets de légumes dans la poubelle. C'est une totale aberration. Est-ce que quelquefois vous n'avez pas envie de hurler, de dire mais enfin arrêtez, cessez, regardez, on peut composter, on peut adopter une poule. C'est vrai que du coup quand on voit quelqu'un faire un acte qui est un peu hors de notre cadre, on a un peu la bouche qui s'oblige à s'ouvrir parce qu'on peut pas... Et même dans la famille, dans l'entourage, évidemment, on peut être peut-être des fois agaçant parce que c'est tout le temps du coup. Mais tous ces gestes du quotidien, ils sont tout autour de nous. Alors même, on peut dire la fameuse rengaine, c'est pas ça qui va changer le monde. Mais après tout, c'est logique. Et c'est là qu'on raconte l'histoire du colibri de Pierre Rabhi. Tout à fait, la petite goutte qui fait quand même son chemin et qui arrive à faire son petit truc. Et puis après tout, c'est souvent pas beaucoup d'efforts et pour un confort en plus souvent gagné. C'est-à-dire bêtement allumer le chauffage alors qu'il n'y en a pas besoin. C'est des petites choses, mais en fait sur les factures, mine de rien, ça peut quand même représenter quelque chose, c'est sûr. Et puis finalement, quelles que soient les actions, on peut peut-être se demander si au départ, c'est pas avant tout de l'amour qu'il nous faut. C'est vraiment d'inciter les jeunes en fait à réfléchir, à se questionner, à se positionner, à prendre conscience qu'ils ont des idées intéressantes, qu'il y a des problématiques autour d'eux qui peuvent amener leur pierre à ces problématiques. Si vraiment on sort de là avec des jeunes qui se disent « Ah bah tiens, voilà, moi ça me donne envie de m'impliquer dans telle ou telle action, même de temps en temps, modestement, ça m'a éclairé sur tel ou tel problème. » Il faut toujours être curieux de nature et plus on aime la nature, mieux on la protégera. Et c'est vraiment de prendre conscience des enjeux et du rôle qu'on a chacun d'entre nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre seul, il y a des choses qu'on a même du mal à résoudre collectivement, mais en tous les cas, la prise de conscience va permettre de lutter contre un certain pessimisme ambiant. C'était votre collègue Frédéric Blanc, éducateur à l'environnement comme vous, Nicolas Richard, qui témoignait dans une vidéo réalisée en 2015 par le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Nous sommes ici à l'une des portes de ce fameux parc naturel régional des Ballons des Vosges dans le cadre d'une série intitulée « Tous en action », destinée à valoriser la diversité des actions d'éducation au territoire dans les parcs naturels régionaux. C'est un peu ce que l'on disait tout à l'heure, il y a non pas une seule façon d'éduquer à l'environnement, Nicolas Richard, mais elles sont multiples finalement, et surtout lorsqu'elles sont destinées peut-être en particulier au jeune public. Oui, elles sont multiples et pour toucher un groupe, chaque personne ne se ressemble pas, on est quand même obligé de passer par différentes approches, par un vécu différent. Donc le fait d'aller dans une salle, d'accord, mais aussi on revient aller dehors, vivre les choses, c'est de les dire, de les dessiner, de les modeler. Effectivement, on apprend un peu plus et on touche, nous, forcément plus de monde dans le même groupe.
Alors justement, vous parliez de groupe. Dans le milieu de l'éducation à l'environnement, on entend souvent qu'il faut d'abord connaître avant. Alors, une petite contradiction dans ce que je suis en train de dire dans l'extrait que l'on vient d'entendre, parce qu'on a dit, on a entendu un jeune dire, ben voilà, il faut d'abord aimer et puis après on protège. Pour autant, dans ce milieu-là, on a souvent entendu qu'il fallait d'abord connaître pour aimer et ensuite, ce que l'on aime, eh bien, on a envie de le protéger. J'ai toujours eu un peu de mal avec cette rhétorique parce qu'il me semble que c'est précisément parce que d'abord j'aime que j'ai envie de connaître et puis finalement de protéger, non et puis d'autant que s'il fallait connaître des millions d'espèces avant d'aimer la nature, on n'en serait pas là. Qu'en pensez-vous, Nicolas Richard ? C'est vrai que je pense que ça dépend le vécu de chacun. Et moi, je pense que j'ai été curieux, par exemple, et c'est peut-être ça qui a donné l'envie de protéger. C'est chacun qui doit décider de l'ordre des choses. En tout cas, toutes les actions, notamment construire un nichoir pour aller l'installer, que ce soit pour oiseaux ou chauves-souris, des choses comme ça, d'aller effectivement au bord de la rivière, aller découvrir les petites bêtes qui vivent sous les cailloux. Ces actions-là, en tout cas, on essaye de semer. Et là, sport et nature, faire de l'escalade tout en parlant de rapaces ou de faire de la balade tout en parlant d'arbres. On essaye de mélanger, c'était le but du projet. Et il y en a d'autres qui sont effectivement mêler la protection, la connaissance pour après agir. Et on essaye à chaque fois de faire une action à la fin des interventions, à la fin des animations. Nicolas Richard, est-ce que vous avez sur votre territoire une comptabilisation? Je sais que les naturalistes aiment bien compter, que ce soit les petites fleurs, les petits oiseaux, les chauves-souris. Est-ce que finalement vous avez des objectifs en termes chiffrés? Parce que quand je vous entends, vous faites énormément de choses. Tout ceci est fondamental pour l'avenir de la planète et pour la connaissance que l'on a et le rapport que l'on a avec l'environnement. Mais est-ce que c'est pas un peu, alors je vais être un peu brutal, vous me pardonnerez, est-ce que c'est pas un peu du papillonnage? Est-ce que ça nécessiterait pas, je suis pas en train de faire votre métier, mais une véritable approche chiffrée en disant voilà, on a tant de personnes, il faut que toutes ces personnes-là soient à un moment donné éduquées à l'environnement et que ces gestes-là, on puisse les chiffrer, dire voilà, avant on jetait tant de tonnes de végétaux dans la poubelle, maintenant, depuis qu'on fait de l'éducation à l'environnement, eh bien, ce sont les poules qui reçoivent ces végétaux et on peut le chiffrer, on se donne, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Avec effectivement les objectifs, nous, honnêtement, on ne s'est jamais donné un objectif précis au sein de l'association. Par contre, on sait que en respectant notre temps pour bien faire notre métier, de préparer les animations, on essaye de faire environ l'équivalent d'une centaine de jours par animateur et par an, ce qui peut sembler pas beaucoup, mais à chaque fois, c'est une vingtaine de personnes touchées. Donc après, on peut faire un rapide calcul. Voilà, c'est des milliers d'enfants par an touchés par l'association, etc. J'ai pas préparé les chiffres, mais alors du coup, ça peut être à peu près ça. L'association, etc., c'est pas une tournure de phrase, c'est bien le nom de l'association. Oui, etc. tout à fait. C'est l'association, etc. Et je suis pas tout seul, donc on essaye de multiplier les actions et on les mène pas tout seul non plus. Donc c'est vrai que ça vient aussi du territoire et des partenaires qui nous proposent, ou nous on propose des choses pour aller toucher un maximum de public. Des fois on est frustré parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et des fois on est surpris d'avoir plein de monde. Et précisément combien d'animateurs, éducateurs à l'environnement êtes-vous dans l'association ? Ouvrez les guillemets, etc. Je ferme les guillemets. Et puis j'imagine qu'il y a également des bénévoles qui soutiennent l'action de l'association. Alors effectivement, on est tous éducateurs environnement. On a une base dans notre cursus professionnel. Aujourd'hui, effectivement, on est 4. Souvent, on peut être 5 parce que la saison le demande. Et après, les bénévoles, on a un noyau dur, effectivement, d'une petite dizaine de personnes. On aimerait aussi plus de bénévoles, mais voilà, je pense que c'est le lot de beaucoup d'associations. J'en profite au passage pour ceux qui veulent nous rejoindre, qui ne nous connaissent pas encore sur Saint-Dié et les environs. On est preneur de soutien. Ça va de l'administratif en passant par des actions extérieures, justement. Avec un public qui soutient plutôt jeune ou plutôt souvent retraité, il faut le dire. En tout cas, on a plutôt effectivement des personnes qui sont une profession ou effectivement des retraités qui ont un petit peu plus le temps que les autres, on va dire. Mais faut pas tomber dans le cliché, mais oui, c'est vrai.
et sans doute de la motivation. Et puis l'éducation de l'environnement ne se limite pas, Nicolas Richard, à la sensibilisation à la nature. Alors l'objectif sur le département des Vosges, c'est d'aider donc 1000 familles sur 2 ans et demi. Donc actuellement on est à 250, il y a encore 750 familles qui peuvent en bénéficier, avec un retour sur investissement assez rapide, parce que l'économie d'énergie, c'est moins d'argent tous les mois pour la facture de chauffage, et avec le niveau de subvention qui souvent dépasse les 50%, en quelques années, il y a un retour sur investissement qui fait que l'argent investi, finalement, est rentable assez rapidement. Avec une aide technique et financière à la clé, la famille Brignon a par exemple déboursé un peu moins de 9 000 € sur les près de 20 000 du coût total. En combien de temps vous espérez rentabiliser, parce qu'il a fallu investir un peu quand même? Plus vite possible, j'espère. J'espère qu'en un an, déjà, on verra la différence. Mieux qu'une chaudière à fioul. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait d'un reportage réalisé par Vosges de Télévision, diffusé dans son journal le 19 septembre 2012, dans lequel intervenait Nathalie Cobès, déléguée adjointe de l'Agence nationale de l'habitat, et puis ensuite le témoignage d'un bénéficiaire du dispositif Habiter mieux. Le choix de cet extrait, Nicolas Richard, c'était précisément pour expliquer que l'éducation de l'environnement ne se limite pas, comme on le croit quelquefois, à la seule sensibilisation de la nature. La nature. Tout à fait. Là, on est vraiment sur une thématique qui est peut-être pas connue, mais on travaille aussi sur tout ce qui touche à l'énergie, donc à l'habitat et au logement. Avec un dispositif que vous démarrez, un dispositif pédagogique Kézadom. Oui, alors Kézako, ça. Et, en fait, c'est justement Kézako dans mon domicile, donc ça a donné effectivement le Kézadom, qui est un outil pédagogique qui est en train de sortir d'un ESAT notamment, qui est en train d'assembler cette fameuse malle. Et Habiter mieux était un peu le point de départ déjà en 2012. Habiter mieux en Déodacie, qui nous a donné envie de formaliser tous les petits outils qu'on utilisait avec du public, que ce soit en réunion collective avec les espaces info-énergie. Donc les gens venaient et vous appreniez des choses sur la ventilation, sur le chauffage, etc. Et on a formalisé tout ça dans une malle avec des fiches pédagogiques, avec de l'outillage pour les travailleurs sociaux, pour les éducateurs environnement, les conseillers info-énergie, tous ceux qui ont à un moment donné du contact avec des familles, avec des adultes, pour se réapproprier, l'objectif c'est un peu ça, se réapproprier son logement. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Comment ça marche? Dans les grandes lignes, évidemment, on n'est pas chauffagiste, on n'est pas thermicien, mais en tout cas, c'est quand même de savoir un peu les petites bases. Et en plus, à la fin, on peut faire des économies avec les personnes que je suis, par exemple, grâce à Habiter mieux en Déodacie encore dernièrement. Les petits gestes, c'est facilement 100 € par an pour une famille de 2 à 3 personnes environ. Et plus il y a du monde à la maison, plus ça va vite. Parce que les douches, il y en a 5, parce que les éclairages, il y en a beaucoup, etc., etc. Comment est-ce que les gens reçoivent ce genre de démarche, Nicolas Richard? Est-ce que c'est de l'intérêt? Est-ce que c'est un peu de l'agacement? Est-ce que l'air du temps aujourd'hui fait que le public est peut-être un peu plus réceptif à ce genre de démarche? Comment ça se passe sur le terrain? En tout cas, les personnes, que ce soit sur les stands, des fois, peuvent être un petit peu réticents quand on parle d'éclairage, quand on parle d'économie de chauffage. Par contre, à domicile, c'est souvent volontaire. Et donc, du coup, les personnes sont très accueillantes et ont vraiment envie de s'améliorer. Après, effectivement, dans le quotidien, c'est pas évident. On sait que le changement de comportement, c'est très, très, très compliqué. Et quand on a des habitudes, moi-même, on a des habitudes, on y pense. Mais il faut des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut un déclic, mais il faut du temps derrière pour changer ce fameux petit geste qui est vraiment ancré dans un coin de cerveau. Ça s'appelle la culture. Oui, tout à fait. Et ce dispositif, Nicolas Richard, Kézadom, c'est une exclusivité de l'association, etc. Ou c'est un dispositif que l'on retrouve aussi, j'imagine, un peu partout en France? Eh ben non, en fait, c'est que ici. Et du coup, c'est vraiment une création avec un comité de différentes personnes qui ont aidé. Encore une fois, on a essayé de participer, de faire participer des collègues. Et en tout cas, Kézadom, c'est une création, c'est un montage, une coordination par etc. Et par contre, elle peut partir partout, on espère en tout cas. Il faut irradier, il faut exporter le savoir-faire déodacien. J'imagine aussi là que, Nicolas Richard, d'autres centres d'éducation à l'environnement peuvent être intéressés et être dans une perspective de capitalisation précisément de ce genre d'action. En tout cas, oui, c'est sûr que ça intéresse déjà beaucoup.
Quand on a lancé ça, on a déjà un bon retour. Elle est déjà notamment à Dijon pour la première. Les 2 premières sont parties à Dijon. On ne pensait pas que ça allait aussi loin. Et ça peut peut-être encore aller plus loin. Et en tout cas, nous, on va les développer sur notre territoire parce qu'ici, en Déodacie, il va y avoir des Kézadom dans tous les territoires, dans toutes les communautés de communes, grâce à des dispositifs territoire énergie positive. Et du coup, ça permet l'acquisition pour ce territoire-là de Kézadom. Et on espère, du coup, nombreuses actions, animations, activités en s'aidant de cet outil. On rappelle Kézadom, K-E-Z-A-D-O-M, comme vous le disiez, Kézako, non, c'est Kézadom, comme domicile, marque déposée quand même. Oui. Cela étant, je me demande, en vous écoutant, Nicolas Richard, s'il n'y a pas finalement une forme de résistance dans l'éducation à l'environnement. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée. Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plèbe blasphématrice, jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence.
sans armes, sans violence. HK et les Saltimbanques, un groupe formé en 2006 par Kadour Haddadi alias HK avec ce titre Sans haine, sans armes, sans violence, extrait de leur 3e album Rallumeur d'étoiles sorti en 2015. Des paroles, une très jolie musique, une très jolie mélodie et puis des paroles plutôt fortes, Nicolas Richard, non ? Oui, c'est vrai que HK et les Saltimbanques, il est connu pour pas garder sa langue dans sa poche et il a de nombreux titres où ça revendique effectivement un peu un sursaut citoyen, j'allais dire. Et c'est ça qui me plaît bien et qui résonne un peu quand j'écoute ce groupe-là en tout cas. Est-ce qu'il y a un lien, Nicolas Richard, entre votre sentiment ou votre posture un peu rebelle, on sent bien qu'elle est policée, peut-être parce que vous êtes au micro, mais est-ce qu'il y a un rapport entre cette posture-là et puis votre métier d'éducateur à l'environnement, comme ici dans une association, comme etc. Bah oui, on est peut-être tous le côté militant. Parfois, on a l'impression qu'on va tous aller avec des drapeaux dans la rue et mettre des fumigènes. On peut tous être un petit peu militants et l'éducation peut être des fois l'inverse. Mais je pense que si les militants ont fait plus place un peu à l'éducatif, à la pédagogie, les messages passeraient un peu mieux. Moi, j'ai jamais été pour mettre des choses très colorées au milieu des places et qui font, à mon avis, un peu peur à certaines personnes. Donc c'est aussi pour ça que l'éducation, la pédagogie, je vais plutôt pour ça. Mais après, dans le fond, on peut être un petit peu envie de revendiquer des choses et des voilà. fois quand il faut. Bah voilà, c'est sûr que sur le fond, personnellement, on a le droit aussi de faire, de militer dans telle et telle association aussi, que ce soit pour la biodiversité, pour le nucléaire, pour d'autres causes ou voilà, et pour la culture en milieu rural. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui donnent envie de passer du temps. Et quel est votre parcours, vous, personnellement, Nicolas Richard ? Comment est-ce que vous êtes devenu ici, à Fraise, éducateur à l'environnement ? Bah, moi, je crois que c'est parti, après petite réflexion personnelle, du jardin de mon grand-père, tout bêtement. C'est peut-être cliché, mais d'arroser les plantes, de l'aider au jardin, voilà, au fin fond de l'Allier, et pas dans les Vosges, mais aussi un peu dans les Vosges. Je crois que c'est parti de là, la petite rivière qui coulait le milieu du jardin, la haie, en milieu rural. Et petit à petit, je suis passé au lycée agricole de Mirecourt. Et après, en BTS en Alsace, et ben, ça m'a permis de passer un BAFA avec l'animation nature. Et voilà, j'avais mis le pied dedans. En même temps, alors les choses ont peut-être changé. Vous n'êtes pas très très âgé encore, mais vous n'êtes plus tout jeune non plus, Richard. Oui. Une école agricole, a priori, n'avait pas ou pas encore, n'est pas forcément destinée à préparer au métier d'éducateur à l'environnement. C'est plutôt... Non, c'est plutôt... nous, on était dans une section pour apprendre un peu l'écologie, comment les plantes poussent, comment les animaux vivent. Mais après, effectivement, en sortant, on est loin de savoir. Alors, je connais quelques enseignants, je critique pas. Mais c'est vrai que la sortie, le terrain, ils en font, heureusement. Ça permet d'en savoir un peu plus. Non, c'est suite au BTS où on nous a donné la possibilité de passer le BAFA, qui m'a vraiment mis les pieds dedans parce que j'ai fait mon stage BAFA dans une structure d'éducation à l'environnement. BAFA, c'est le brevet d'aptitude à la formation et à l'animation. Donc voilà. C'était pour être animateur, pour faire l'écolo, les centres aérés. Et quand je suis passé par un centre aéré qui faisait que de l'animation nature, où on faisait une semaine sur la libellule, on se dit mais comment on va faire une semaine sur la libellule quand on connaît rien à la libellule ? Ben ça marche quand même. Et c'est vrai que là, du coup, les deux pieds étaient mis et c'était parti. Et après, je suis passé par la case d'un CPIE, le fameux CPIE de moyenne montagne vosgienne qu'on a nommé tout à l'heure. Et puis voilà, c'était parti. Et depuis, des projets, vous qui n'êtes pas un local d'étape de l'État, vous le disiez à l'instant, des projets, des ambitions, Nicolas Richard ? Alors, projet, oui, c'est un gros projet qui vient d'arriver dans ma vie. C'est une maison, mais surtout à côté de construire des maisons paille pour avoir participé à des chantiers participatifs et de vivre un chantier participatif de construction d'une maison en terre, en bois et en paille. Et ça, voilà, ça c'est motivant. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ?
Nicolas Richard, éducateur à l'environnement à l'association Etc. à Fraise dans les Vosges, c'est le moment de votre choix. On écoute. L'homme, bipède intelligent, a su, au fil des millénaires, se servir de la Terre pour devenir cet être raffiné qu'il est aujourd'hui. Avec la disparition des prédateurs, l'homme a pu se reproduire à loisir. Nous sommes désormais plus de 7 milliards d'êtres vivants sur Terre et serons encore 2 milliards de plus dans 40 ans. Toujours plus nombreux, nous vivons de plus en plus en ville. Des villes de plus en plus grandes. Pour nous loger, nous déplacer, travailler et pour disposer d'un maximum de confort au quotidien. À tout moment de la journée. Et de la nuit. Extrait d'un film posté sur YouTube qui présente ce qu'est l'empreinte environnementale et comment les métiers de Veolia peuvent contribuer à la réduire. Une pub, en somme. Nicolas Richard, coup de cœur ou coup de gueule, au fait? Moi, j'étais parti effectivement sur plutôt un petit coup de cœur, mais ou même presque, comme on disait avant, un petit coup de baguette magique. Alors, est-ce que ça a un lien pour autant avec l'entreprise Veolia, Nicolas Richard? Alors, pas du tout, mais effectivement, ce petit clip-là, je me disais, après tout le monde peut faire de l'éducation à l'environnement. Et les grandes entreprises le font, la preuve, elles font des petits clips pour expliquer notre empreinte environnementale ou encore appelée empreinte écologique. Donc, heureusement qu'on n'est pas les seuls, parce qu'il faudrait avoir un chiffre, mais on n'est pas très nombreux. Et puis finalement, votre grand-père aussi, lui, il faisait de l'éducation à l'environnement sans le savoir. Tout à fait, sans le savoir, et il m'a amené à faire des choses autour de la nature. Donc du coup, tout le monde peut en faire. Et c'est pour ça que je me disais que un petit coup de baguette magique, est-ce qu'on peut faire disparaître le métier d'éducateur à l'environnement? Est-ce qu'on a besoin d'être éduqué à l'environnement? Alors peut-être qu'on a besoin d'un passage de témoin, et j'aime bien penser que les parents, les grands-parents, le papy, le tonton, la tata, à un moment donné, passaient des choses. Et encore à l'échelle de mes parents, ils apprenaient des choses de leurs parents. Et du coup, j'ai pas l'impression de remplacer les parents, loin de là. Mais parfois on apprend aussi des choses aux parents, et je l'espère qu'après derrière ça retombe sur leurs enfants. À condition néanmoins, Nicolas Richard, que les parents eux-mêmes connaissent encore des choses à force d'habiter en ville, coupée du monde, et considérer le parc comme le seul espace de nature, c'est peut-être un peu limité, non? Ouais, je me pose la question. Après, comme on disait tout à l'heure, le rural, le citadin, il n'y a peut-être plus trop de différence. Je vois des citadins qui font beaucoup de choses pour l'environnement, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi en ville. Et des citadins et des ruraux qui sont peut-être un peu dans une routine, qui font plus attention à ce qu'il y a autour d'eux. Ceux qui sont sur les crêtes des Vosges, c'est pas forcément les habitants de la vallée de la Meurthe et de Gérardmer et de la Bresse, c'est plutôt les gens qui viennent de Nancy, de Strasbourg, de la Belgique. Et du coup, on se pose la question si nous, à un moment donné, on pourrait disparaître et puis on ferait autre chose. On passerait justement dans le jardin ou dans la forêt à passer notre temps à continuer à découvrir, parce que c'est infini. Par contre, on peut pas éduquer à 100% sur tout ce qu'on a autour de nous. Je réfléchissais aussi en écoutant cet extrait de la vidéo de Veolia, et je me disais que finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet pervers un peu du système qui consiste à créer le dommage pour pouvoir ensuite proposer, quand je dis proposer, je veux dire bien sûr vendre, le remède. C'est un peu ce que font les grands groupes pharmaceutiques quand ils vendent des pesticides et puis juste derrière des médicaments. Oui, c'est un peu le fameux greenwashing, mais nous, nos moyens sont tellement petits par rapport à ces géants qui, d'un claquement de doigts, peuvent faire une énorme communication. Des fois, on a envie de dire, si on avait les mêmes moyens, est-ce qu'on serait capable déjà de faire quelque chose de bien? Parce qu'après, il faut savoir le faire. Mais c'est vrai qu'on aurait envie d'avoir les mêmes moyens pour vraiment faire des grandes choses et des grands projets liés, encore une fois, à ce qui nous entoure au territoire. C'est un mot fort qu'on a dit beaucoup, mais c'est très important. Pas parachuter, et des fois, ces clips vidéo ou ces communications ont l'impression d'être un peu hors sol et parachutés sur et mis sur des arrêts de bus ou effectivement sur YouTube. Mais est-ce que ça joue son rôle d'éducation? Voilà, on peut se poser la question, effectivement. À quel moment pouvez-vous juger, Nicolas Richard, que vous avez fait œuvre d'éducation à l'environnement? Alors, c'est toujours compliqué. J'aimerais bien croire que quand je recroise
C'est arrivé 1 ou 2 fois parce que, comme vous avez dit, je suis plus si jeune. Je commence à croiser des enfants que j'ai moi-même croisés en tant qu'animateur et que je les ai animés. Et 2-3 ans plus tard, quelqu'un se souvient de moi en disant on a fait ça, on est allé dans la forêt la dernière fois. Et je me souvenais évidemment plus de la personne. Mais quand elle m'a raconté, je me dis bon, ça fait 2-3 ans. Elle se souvient encore de la balade qu'on a pu faire ensemble. Et je me dis tiens, ça c'est pas mal, comme quelqu'un qui peut se souvenir de son mono de colo il y a très longtemps, qu'il l'a emmené faire vraiment du camping en tente et autres. Mais voilà, c'est des petits trucs. Est-ce qu'il y a aussi, Nicolas Richard, une différence? Vous parliez tout à l'heure d'un public à la fois jeune ou moins jeune, et puis urbain et rural. Est-ce que finalement on ne peut pas se demander si aujourd'hui le public urbain n'est pas beaucoup plus sensible, peut-être parce qu'il en manque davantage, que le public rural, qui, parce qu'il baigne dans un environnement, s'imagine finalement le connaître, mais en fait n'en connaît pas plus que le urbain, peut-être beaucoup moins. Tout à fait, parce qu'en plus l'urbain a pu venir effectivement ici en campagne, et du coup je pense que c'est vraiment quelque chose qui de plus en plus uniforme. Voilà, le public est plus compliqué à toucher vraiment. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association etc., Nicolas Richard? En tout cas, au niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une bonne équipe. La vie est plutôt pas trop mal, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Des lieux, vous voyez, ici on est dans des chouettes bureaux, mais on aimerait bien un petit peu plus de connexion à la nature encore dans nos locaux. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi, Nicolas Richard, que vos partenaires institutionnels, les communes, le département, les syndicats d'initiative perçoivent peut-être plus le rôle que vous avez à jouer dans l'éducation de l'environnement? On l'espère toujours un petit peu. J'ai l'impression qu'on est pas mal à ce niveau-là. On est connu, en tout cas, de pas mal de collectivités et d'acteurs. Et ça va continuer. Etc. Tout à fait. C'est la continuité, etc. C'est jamais fini. Merci, Nicolas Richard, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes éducateur à l'environnement et chargé de projet en éco-citoyenneté de l'association, donc etc., basée à Fraise, près de Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup, Eric, pour cet échange. Et puis on se retrouvera bientôt pour d'autres aventures avec vous, Nicolas Richard. Pour en savoir plus, www.etc, alors c'est ETC comme etc, et puis Terra, T-E-2-R-A. Je répète le tout, www.etc.fr. Et puis on vous retrouve également sur Facebook à la page etc.